Le paludisme continue de tuer chez nous. Le diabète est une maladie chronique qui peut engendrer des complications. Amener les patients dans les 24 heures qui suivent l'apparition des premiers signes dans les formations sanitaires. Un dépistage précoce permet d'assurer une prise en charge adaptée. Prenez la bonne information sur vos problèmes de santé. Nous vous invitons à suivre l'émission Bolo Santé, Bolo Santé, un jeudi sur deux, à partir de 21h sur Gabon Première. Sur Gabon Première. Bolo Santé, votre magazine de santé, un jeudi sur deux à 21h sur Gabon Première. Maladie infectieuse qui se développe lentement en détruisant les tissus durs de la dent. La carie dentaire est la maladie la plus courante dans le monde. Comment se manifeste-t-elle? Comment la traiter? Et surtout, comment la prévenir? Bolo Samba, chers téléspectateurs, et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Bolo Santé. Bolo Samba, chers téléspectateurs, la santé et l'hygiène de nos dents, c'est le thème que nous allons aborder ce soir avec un spécialiste de la question. Comment bien se nourrir pendant le jeûne du mois de Ramadan? Vous aurez la réponse avec une nutritionniste. Avec la Croix-Rouge gabonaise, nous verrons ce qu'il faut faire en cas d'étouffement. Dans la rubrique L'urgentiste, il sera question de la prise en charge aux urgences de la sinusite cervico-faciale. Pour le moment, suivant ce reportage. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 60 à 90% des enfants scolarisés dans le monde et près de 100% des adultes ont des caries. La carie peut se manifester très tôt. Les enfants peuvent avoir des caries dès l'apparition de leurs premières dents. Les causes de la carie sont essentiellement dues au sucre, à la présence de bactéries en bouche, d'accord. Ces bactéries assimilent les sucres et fabriquent des acides qui vont attaquer les structures dentaires, d'accord. Et c'est ce qui provoque la destruction des dents et la création de caries. Les caries sont très fréquentes. Plus de 9 personnes sur 10 auraient eu au moins une carie. Au Gabon, bien que n'ayant pas de statistiques, il en ressort tout de même que la carie dentaire est en augmentation. La prévalence des caries qui touchent la couronne de la dent, c'est-à-dire la partie visible qui n'est pas recouverte par les gencives, augmente jusqu'à la quarantaine et se stabilise ensuite. La prévalence des caries qui touchent la racine de la dent, souvent par déchaussement ou érosion de la gencive, continue à augmenter avec l'âge et sont fréquentes chez les aînés. Alors, la proportion d'évolution de la maladie au Gabon, elle est très difficile à calculer et à établir parce que les études statistiques sont quand même assez faibles, d'accord? Mais pour la plupart des professionnels exerçant sur le terrain, on note pas d'évolution particulière, d'accord? Le pourcentage est à peu près semblable d'année en année. Et des efforts doivent être faits pour la prévention et l'information pour que ce pourcentage diminue. Mieux vaut prévenir que guérir. Dans le cas de la carie dentaire, la prévention est efficace et passe par une bonne hygiène buccale avec des brossages réguliers en minimum 2 fois par jour, idéalement 3 fois par jour après chaque repas. L'important dans le traitement de la carie est de consulter rapidement. Les visites régulières chez le dentiste sont primordiales car elles peuvent permettre de soigner les caries avant qu'elles n'atteignent un stade avancé. Guifré, tu as rencontré le docteur Adrien Ndama Adjaeno. Oui, effectivement, le docteur Adrien Ndama Adjaeno est chirurgien dentiste. Avec lui, il était question de savoir comment traiter la carie dentaire et surtout comment la prévenir. Il t'a également ausculté. Alors, on regarde. Docteur, c'est quoi la carie dentaire?
Quelles sont ses causes? Très bien. Alors, la carie dentaire est une maladie infectieuse qui se manifeste par une destruction des tissus dentaires, des différentes couches de la dent. Elle se manifeste par des douleurs plus ou moins importantes selon le stade de la dent. Les causes de la carie sont essentiellement dues au sucre, à la présence de bactéries en bouche. D'accord. Ces bactéries assimilent les sucres et fabriquent des acides qui vont attaquer les structures dentaires. D'accord. Et c'est ce qui provoque la destruction des dents et la création de caries. Alors, au Gabon, quelle est la proportion de la carie? Alors, la proportion d'évolution de la maladie au Gabon, elle est très difficile à calculer et à établir parce que les études statistiques sont quand même assez faibles, d'accord? Mais pour la plupart des professionnels exerçant sur le terrain, on ne note pas d'évolution particulière, d'accord? Le pourcentage est à peu près semblable d'année en année. Et des efforts doivent être faits pour la prévention et l'information, pour que ce pourcentage diminue. Informer, c'est le plus important, la prévention et l'information. Comment se manifeste la carie dentaire? La manifestation de la carie se fait essentiellement par la douleur. Selon le stade d'évolution de la carie, on commence à avoir une sensibilité, d'accord? Pour faire plus simple, la dent, l'organe dentaire, on va dire basiquement à 3 couches. 2 couches. Une couche inorganique, c'est l'émail. C'est-à-dire, lorsqu'on a une atteinte à ce niveau-là, c'est pratiquement indolore. D'accord? Et lorsqu'on passe cette couche, on arrive à la dentine, on arrive à une couche qui est organo-minérale. Et on commence à avoir une certaine sensibilité. D'accord? Et lorsqu'on arrive au niveau de la pulpe, donc du nerf, on commence à avoir des douleurs plus importantes. C'est ce qu'on appelle la rage dentaire. Ce sont les manifestations essentielles. En général, quand un patient se présente en cabinet dentaire, le motif principal est la douleur. D'accord? Parce que, vu ce qui a été dit précédemment, l'information, la prévention n'est pas vraiment efficace. Je ne parle pas d'efficacité, mais n'est pas promulguée en fait. On manque de ces outils-là pour l'information au niveau de la population, de la vulgarisation, notamment par le biais des médias. En général, quand on vient chez le dentiste, le principal motif, c'est la douleur. Docteur, est-ce qu'il y a une tranche de la population la plus exposée à la carie dentaire? Alors, est-ce qu'il existe des tranches de population plus exposées à la maladie? Je dirais oui. Essentiellement les jeunes enfants, à part dès 3 ans. Dès 3 ans, on a des patients qui arrivent, qui ont déjà des caries importantes au niveau de la denture de lait. Il faut dire qu'à 3 ans, le patient a toute sa denture de lait. Il a toutes ses dents en fait, ses 20 dents. Et dès ce moment-là, il est susceptible d'attraper une carie. Et l'une des particularités chez l'enfant, c'est que l'évolution de la carie est très rapide. Parce que la dent en général n'est pas très mature. La chambre pulpaire au niveau de la dent est très importante. Elle est très dynamique, très vascularisée. Donc l'évolution de la carie est extrêmement rapide. C'est ce qui fait en fait que dès 3 ans, l'enfant a déjà toutes ses dents. Il est en pleine croissance, il mange énormément. Et s'il n'a pas un suivi hygiénique très correct, en fait, on se retrouve avec des patients déjà dès 3 ans avec des caries dentaires. Au niveau de l'adolescence aussi, d'accord? L'enfance, entre l'enfance et l'adolescence, parce qu'entre l'enfance et l'adolescence, on a une denture mixte, donc il y a des dents qui tombent, il y a des dents qui poussent, donc on a un certain désordre qui s'installe. Et vous savez, c'est un âge où les enfants sont assez rebelles.
Donc si dès le départ, on n'a pas instauré un certain comportement dans l'hygiène bucco-dentaire, ben, ce sont ces comportements-là qu'on va garder jusqu'à un certain âge. Jusqu'à présent même, on est adulte, on garde de mauvaises habitudes de brossage ou bien d'hygiène bucco-dentaire. D'accord? Et ce sont ces enfants-là aussi qui sont susceptibles d'attraper la carie. Et puis, passé cet âge-là, on va dire les plus âgés aussi. Hein. Ils arrivent à un certain âge où ils ont passé une vie dentaire avec un certain comportement, certaines habitudes. Il y a des pathologies qui se sont installées, notamment au niveau de la gencive, hein, qui fragilisent justement les dents, c'est-à-dire dans leur ancrage et ainsi de suite. Donc on peut avoir des cas particuliers où on a des caries importantes qui se sont installées qu'il faut retirer, ou même des cas exceptionnels où le patient a toute sa denture, mais du fait de l'inflammation de la gencive, on est obligé d'extraire les dents, parce que ça fragilise l'ancrage des dents et on ne peut plus les garder. Donc un patient qui n'a jamais eu de problème, il va arriver, non monsieur docteur, mais moi je n'ai jamais eu de problème dentaire, hein? Je viens chez vous parce que vraiment je commence à avoir mal ici de là, ben, le patient de la bouche il a toutes ses dents. Hein? Mais le problème c'est que la gencive est malade. Donc on se trouve avec des dents mobiles, ce genre de choses. D'accord? Mais vraiment, si je dois être vraiment plus précis, la tranche d'âge la plus importante, c'est entre l'enfance et l'adolescence. C'est vraiment un âge primordial. Alors, pour ce qui est du dépistage de la carie dentaire, quelles sont les différentes méthodes de dépistage qui existent pour dépister la carie dentaire? Les méthodes de dépistage en cabinet. Alors, l'examen se fait généralement visuel parce que la carie elle est visible. Hein. Donc, pour cela, on utilise une instrumentation très simple, un miroir et une sonde. Et on passe en revue toute la denture du patient pour voir quel est l'état de la denture, l'état des dents, l'état de la gencive, la présence d'inflammation, de désordre et ainsi de suite. Et puis on a des outils de diagnostic tels que la radio, qui est très importante dans notre domaine d'activité, parce qu'elle nous permet de bien objectiver l'évolution de la carie, hein, ou alors de détecter des caries qui ne sont pas visibles. C'est un outil très important dans notre métier, dans notre diagnostic. À quelle fréquence faut-il consulter un dentiste? À quelle fréquence faut-il se faire dépister? Bon, on va dire, en fait, à quelle fréquence faut-il aller chez le dentiste, hein? En général, une fois dans l'année, c'est largement suffisant. Pour un patient qui n'a jamais eu de problème particulier, une fois dans l'année, tous les 12-14 mois maxi, c'est largement suffisant pour un contrôle dentaire. Ça permet de motiver le patient. Déjà, une partie de la prévention se fait déjà en cabinet dentaire. Et ça permet de détecter très tôt les lésions initiales, les petites caries, et de pouvoir les traiter le plus tôt possible. D'accord? Parce que plus la carie évolue, plus ça devient plus compliqué de la traiter et ça devient plus onéreux aussi. Hein? Donc l'idéal serait une fois dans l'année pour un patient qui n'a pas de soucis particuliers. Maintenant, selon les patients, selon les problèmes dentaires qu'il peut avoir, cette fréquence peut être augmentée. Ça peut être 2 fois par an, tous les 6 mois à peu près, un petit contrôle, ce serait pas mal aussi. Comment traiter de façon pratique la carie? Alors, la carie, le soin de la carie se fait en cabinet dentaire. Et pour cela, on a différents matériaux et différentes instrumentations qu'on utilise. Pour faire simple, on curte la dent, on nettoie, on enlève tous les tissus infectés, hein, et affectés, de telle sorte qu'on retrouve une denture, une surface beaucoup plus dure, d'accord, et on ferme la dent, d'accord. Bon, maintenant, il y a différents degrés d'atteinte de la carie. Elle est plus ou moins profonde. Plus elle est profonde, plus on se rapproche de la pulpe et du nerf. Et si on a une atteinte pulpaire, le soin est beaucoup plus important. D'accord? Il est beaucoup plus large. On traite la dent en profondeur,
et ainsi de suite, et on la ferme. D'accord, c'est vraiment bon. Ce que je vous dis, en fait, c'est assez simple, de telle sorte que tout le monde puisse comprendre. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans des termes vraiment hyper techniques. Vous ferez une démonstration. Oui, il n'y a pas de problème. Je pourrais vous faire une petite consultation pour vous montrer un peu comment ça se passe. Sinon, grosso modo, c'est un peu ça. D'accord? Parce que les tissus perdus ne sont pas récupérés, que ce soit au niveau dentaire ou au niveau parodontal. Une fois qu'on a une perte tissulaire, c'est une perte qui n'est plus remplaçable. Bien sûr, il existe certains soins assez particuliers, assez poussés, tels que des greffes et ainsi de suite. Bon, déjà, les résultats sont assez mitigés. Bon, et puis, chez nous, c'est vraiment très difficile à mettre en œuvre. Lorsqu'une dent est cariée, est-ce qu'il faut systématiquement l'enlever? Alors, est-ce qu'il faut systématiquement enlever une dent cariée? Justement, non, ça dépend du cas clinique. Ça dépend du type de carie, ça dépend de l'évolution de la carie au sein de la dent, de la denture, du système de soutien de la gencive. Il y a un certain nombre de facteurs qui rentrent en compte. Alors, même si on peut avoir un abcès dentaire, pour faire simple, d'accord, il n'est pas forcément utile d'extraire la dent. Elle peut être sauvée, elle peut être conservée. Parce que les traitements actuels visent à la conservation des dents. Avant, c'était presque systématique. Dès qu'on a une carie plus ou moins importante, voilà, on enlève, c'est plus simple, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on a les moyens de pouvoir conserver les dents. Et tant que l'indication d'extraction n'est pas vraiment posée, l'idéal, c'est de conserver les dents. Ça permet aux patients de garder sa fonction, de manger normalement. Et ça permet aussi de maintenir ou de préserver une certaine esthétique aussi des dents. Donc la fonction esthétique et la fonction, voilà. Donc c'est un peu ça. Alors docteur, en guise de dernière question, comment éviter la carie dentaire? Éviter la carie relève déjà d'une bonne hygiène bucco-dentaire. Il faut avoir une très bonne hygiène, adopter très petit les bons gestes, le bon comportement pour le garder le plus longtemps possible, enfin le garder dans sa vie. Un enfant, on lui apprend à se brosser les dents, à un certain moment de la journée, le matin, le soir en général, sinon 3 fois par jour, après manger également. Et ce sont des habitudes qu'il garde parce qu'il a été élevé et éduqué comme ça. D'accord ? Il se brosse les dents régulièrement et ainsi de suite. Surveiller aussi l'alimentation parce qu'une alimentation très riche en sucre occasionne également des risques de carie beaucoup plus élevés. Et il y a d'autres facteurs. On peut avoir des facteurs des désordres dentaires, ce qui fait que lors du brossage, la brosse n'accède pas souvent à certains endroits, ce qui fait que ces endroits-là ne sont pas brossés. Donc on a une accumulation de la plaque dentaire qui est constituée de bactéries et d'aliments et ainsi de suite qui attaquent justement les dents et ainsi de suite. D'accord ? Mais la prévention et des visites régulières chez le dentiste. C'est le b.a.-ba. C'est le b.a.-ba. L'éducation des enfants, les visites régulières, surveiller l'alimentation, c'est vraiment le b.a.-ba. Autant on va faire un contrôle général tous les 2 ou 3 ans. On va voir un médecin généraliste pour voir un peu la santé générale, ce qui est très important, pour voir si tout va bien, parce qu'il y a des maladies qui évoluent de façon silencieuse. Autant un contrôle régulier chez le dentiste doit venir de façon naturelle, au moins une fois dans la vie. Et ça, je ne parle pas que de ma spécialité, il y a d'autres spécialités qui peuvent... Mais ce sont des réflexes qu'on acquiert, mais vraiment avec beaucoup de difficultés. On a le Covid-19 qui nous a beaucoup embêtés. Ça nous a freinés, même dans l'exercice de notre métier. Vous voyez dans quelles conditions on travaille. On est extrêmement exposé. On est vraiment extrêmement exposé dans le soin des patients. On est la salive, le sang. On a un métier extrêmement sale. Ça, c'est une certitude. Et ce qu'il y a de bien, c'est que aujourd'hui, je pense que chez une bonne partie de la population, le lavage des mains est rentré dans les mœurs. Le lavage des mains, c'est quelque chose de primordial.
Avant de manger, on se lave les mains. On était à l'extérieur, bon, on se lave les mains, et ainsi de suite. Ce sont des habitudes qu'on acquiert. Et c'est la même chose pour la prévention, l'hygiène, le brossage, et ainsi de suite. Alors, en général, le patient vient avec un motif de consultation. Alors, est-ce que vous venez pour des douleurs, un problème particulier, un contrôle? Alors, dans mon cas, j'ai une dent qui est cassée. Okay. J'avais un plan à sauter. D'accord. Donc, c'est une dent qui a une cavité. D'accord. Ok. Bon, là, je l'ai installé sur le fauteuil, mais il y a une partie de la consultation qu'on fait déjà à la réception du patient. On demande est-ce que le patient a des problèmes particuliers, est-ce qu'il a de la tension, est-ce qu'il a des problèmes cardiaques. Selon la situation, il y a une conduite à tenir, à prendre, d'accord? Donc, vous allez ouvrir la bouche, détendez-vous, respirez par le nez, on se détend. Pour la consultation, pour l'examen clinique, on utilise un miroir qui nous permet de regarder à l'intérieur de la bouche, d'accord, et une sonde. Très bien. Donc, on peut commencer par l'un ou l'autre des maxillaires, que ce soit le haut ou le bas, ou le quart droit ou le quart gauche. Ça ne pose pas de problème, mais l'essentiel, c'est de passer au niveau de toutes les dents. D'accord? Est-ce que quand je touche là, vous avez mal? Non, vous n'avez pas mal? Alors, c'est une dent qui avait déjà été dévitalisée. L'obturation a sauté. Et le fait qu'elle soit restée très longtemps ouverte à la cavité buccale nécessite qu'on refasse complètement tout le traitement canalien qui a été fait. Donc, il faudra désobturer parce que le traitement canalien qui a été fait n'est plus étanche. D'accord? Et refaire l'obturation définitive, en l'occurrence. D'accord? La dent, a priori, peut être conservée. On n'a pas besoin de l'extraire. D'accord? À part ça, tournez légèrement vers la droite. Vous avez d'autres types d'obturations qui sont toujours présentes et bien en bouche, il n'y a pas de souci particulier. Vous avez eu des dents qui ont été extraites, ça ne pose pas de problème également. Pour le reste, ça va. Une légère inflammation au niveau de la gencive, mais ce n'est pas méchant. Il faudra sans doute faire un nettoyage complet, un détartrage. Vous avez également ce qu'on appelle des récessions, justement dit au mauvais geste de brossage, le brossage horizontal. Vous voyez, ça occasionne ce type de lésion au niveau de la limite gencive-dent. Vous voyez ici? Est-ce que vous sentez? Oui, vous sentez, n'est-ce pas? Voilà. Ce type de lésions, en général, sont causées par le brossage horizontal. D'accord? Voilà. Donc voilà, c'est bon. Alors il faudra sans doute intervenir sur cette dent. On dirait maximum, on va dire minimum 2 séances. Première séance, il faudra nettoyer la dent, la désobturer, bien la nettoyer et faire une obturation canalaire complète. Et la deuxième séance consistera à reconstituer la dent. D'accord? Voilà. Merci. Mais je vous en prie. Alors, je crois qu'on a terminé. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, courage. Oumou, tu as reçu chez toi une nutritionniste pendant la coupure de ton jeûne de Ramadan. Effectivement, il s'agit de Oumou Kamara, qui est par ailleurs nutritionniste au centre hospitalier universitaire de Libreville. Je l'ai invité à rentrer avec moi et par là même, j'ai également profité à bénéficier de quelques conseils en rapport avec justement l'alimentation durant le mois de Ramadan. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va, merci. Ben, bienvenue chez moi. Je t'invite à rentrer le jeûne aujourd'hui avec moi. Après, tu me diras ce que tu en penses. Ça marche. Allez, on y va? Ouh là là. En place. On va s'asseoir. Merci. Alors, comme je te disais, moi, pour la rupture, c'est un peu comme ça que je m'organise. Alors, je commence par prendre un peu d'eau. J'ai des dattes, quelques fruits également, en attendant
de manger après la grande prière, donc le plat lourd. Et aujourd'hui, j'ai prévu un peu de poisson avec du manioc. Et un verre de lait. Et un verre de lait, bien sûr. Bon, il y a aussi de la bouillie. Je prends juste après les dattes. Comme c'est chaud, on aime bien prendre quelque chose de chaud après avoir passé toute une journée sans manger. Voilà. Donc, je vais essayer d'ouvrir, te présenter un peu. Comme je disais, là, c'est les dattes. Bon, là, c'est un peu de manioc et du poisson juste à côté. Voilà, pour accompagner ce manioc. Mais avant, on a les fruits, j'ai mon verre de lait, de l'eau, du jus de bissap. Voilà. Maintenant, ce sera à toi de me dire un peu ce que tu en penses. D'accord. Écoute, Oumou, tu as une magnifique table. Écoute, il y a tout ce qu'il faut là, comme ça. Je vois du lait, des dattes, des fruits, du poisson, du manioc, des féculents, avec du pain. Normalement, pour la rupture du jeûne, ce qui se passe, c'est quand c'est l'heure, on prend un verre de lait avec quelques dattes. Déjà, le verre de lait avec c'est des protéines, donc c'est très bien pour le corps. Et ensuite, on a les dattes qui sont des fibres, qui sont riches en phosphore et en magnésium. Donc, ce qui est très bien. Donc, on coupe, comme je disais, quelques dattes, un peu de lait. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas de dattes, ils peuvent prendre du pain. Hein, ils peuvent prendre du pain, ils mettent ce qu'ils veulent dedans, du beurre ou un peu de fromage. Et ils associent aussi un fruit. D'accord? Tout ça, en fait, ça permet de ne pas se jeter tout de suite sur la nourriture parce que le corps doit se préparer, le tube digestif doit se préparer. Voilà. Donc, une fois ça consommé, on aura encore faim. À ce moment-là, moi, je propose de prendre de l'eau. Si on a de la soupe, on prend cette soupe-là parce que ça permet de réhydrater le corps avec les vitamines. Avec des vitamines qui sont contenues dans les légumes de la soupe, on va dire. Et vraiment, n'hésitez pas à boire, mais à boire beaucoup. Attention, quand je dis boire, ça, c'est super. On a de l'eau, on a du jus de bissap. Il faudrait pas prendre des boissons gazeuses parce que, en général, nous, tout de suite, voilà, comme on s'est dit, on a fait toute la journée sans manger. Alors, tout ce qu'on voit, on veut manger, on veut boire, voilà. Donc, il faut vraiment éviter les boissons gazeuses. Si on prend des boissons gazeuses qui sont excessivement sucrées, eh ben, ça va nous creuser vraiment un appétit féroce. Donc, ça, pour le moment, il faut temporiser parce que une fois qu'on boit ça, on n'étanche pas la soif. On a l'impression d'avoir étanché la soif, mais on n'a pas étanché du tout la soif. Donc, se réhydrater au maximum. Après, on peut, plus tard, 1 heure après, on peut enchaîner, on a des féculents, par exemple là, le manioc, on a du poisson avec des légumes, ça c'est super, ça vraiment, c'est très bien, on peut reprendre encore des fruits, ou alors si on a des petites pâtisseries, voilà, on peut en prendre sans excès, voilà, donc tout ça nous permettra de supporter tout ce qu'on n'a pas pu manger dans la journée. Mais j'insiste beaucoup sur les boissons, de l'eau notamment, parce qu'il faut vraiment qu'on s'hydrate au maximum. On fait toute une journée sans boire, alors qu'on a besoin d'1,5 litre d'eau par jour. Et c'est à ce moment-là, entre la rupture du jeûne et avant de commencer le jeûne, tôt le matin, il faudrait qu'on puisse au moins prendre 1,5 litre, sinon 2 litres d'eau. Avec toutes les explications que tu viens de donner, est-ce qu'on peut passer toute la nuit à manger, c'est-à-dire jusqu'à l'heure du sourd, comme on l'appelle Mais non, enfin, après, ils peuvent manger, hein, c'est pas interdit, mais à un moment donné, on va passer toute la nuit à manger. Et quand on mange comme ça, à un moment donné, il faut manger léger en attendant le dernier, enfin, je sais pas s'il faut dire le dernier repas le dernier repas avant la reprise du Ramadan. Qui se trouve, je crois, à partir de 4 heures du matin par là. Oui, à ce moment-là, écoutez, là, il faut très bien manger. Alors, quand on dit très bien manger, c'est quoi? C'est manger les féculents, manger des légumes, manger des fruits, de la viande, du poisson, du lait. Par contre, il faudrait pas manger sucré. Alors là, c'est l'erreur que beaucoup font.
Ils se disent, on va faire comme un petit déjeuner, on va prendre du lait, on va mettre du sucre, après je prends mon bissap, j'enchaîne, je suis sûre que je serai calée. Non, ça c'est vraiment une chose à éviter. Manger tout ce qui est salé. Pourquoi? Parce que ça permet la rétention d'eau. Ça permet que l'on ne soit pas déshydraté tout le long de la journée. D'accord? Tout ce qui était café, essayez d'éviter. Mais si vous n'arrivez pas, parce que le café est diurétique, le thé est diurétique. Donc, si vous n'arrivez pas à vous en passer, prenez un thé léger. D'accord? Au lieu de le laisser infuser 3 minutes ou 5 minutes, laissez infuser 2 minutes, que ça soit un peu plus clair, pas foncé. Donc, ça, voilà. Ça, c'est préférable que de prendre du thé fort ou du café fort. Voilà. Donc, il y a ça. Et puis, comme je disais, lorsqu'on prend des aliments salés, au fur et à mesure, on libère, on est hydraté. Voilà. Pour faire simple, on reste hydraté tout le long de la journée. Maintenant, je reviens sur les aliments sucrés. Pourquoi ne pas prendre les aliments sucrés? Parce que ça va entraîner une faim. Comment ça marche? Lorsque vous prenez votre aliment sucré, alors vous envoyez un signal. Quand c'est trop de sucre, vous envoyez un signal à l'organisme. On a trop de sucre dans le corps. L'insuline se déclenche. Oh, il y a trop de sucre, qu'est-ce qu'on fait? Allez, nous, on est là en action, on essaie de faire entrer le sucre dans les muscles, etc. Mais une fois que l'insuline agit, alors il y a une baisse brutale du taux de sucre dans le sang. Et ça fait en sorte qu'on a faim. On se sent fatigué, on a faim. En général, à partir de 11 heures, on a faim tout de suite. Et ça n'arrange pas notre cause pour ceux qui font le ramadan. Donc vraiment, j'insiste là-dessus. Une alimentation salée le matin. Donc, si vous avez du riz, mangez du riz, du pain, du manioc, de la viande, du poisson et des légumes, sans oublier les fruits. Et puis, vous allez dormir. Vous allez dormir. Et il faut aussi reconnaître une chose. Quand on finit de manger comme ça et on va se mettre au lit, la digestion ne commence pas maintenant. Donc, la digestion va commencer après le réveil. Et là, on est encore bénéficiaire. C'est-à-dire que quand la digestion commence, on a encore tout le temps de pouvoir digérer tranquillement. Et donc, ça fait en sorte que on peut supporter toute la journée jusqu'à l'heure de la rupture. Donc, 18h, 18h30. Voilà, c'est le conseil que j'avais apporté. Par contre, j'ai aussi oublié, pour les patients hypertendus et diabétiques, surtout les patients hypertendus, éviter de prendre des choses trop salées. Par contre, eux, je ne peux pas recommander ça. D'accord? Déjà, pour des personnes qui sont hypertendues ou qui sont diabétiques, le fait de jeûner, ça dépendra de leur cas et de ce que leur médecin traitant dira. Le paludisme continue de tuer chez nous. Le diabète est une maladie chronique qui peut engendrer des complications. Amener les patients dans les 24 heures qui suivent l'apparition des premiers signes dans les formations sanitaires. Un dépistage précoce permet d'assurer une prise en charge adaptée. Prenez la bonne information sur vos problèmes de santé. Nous vous invitons à suivre l'émission Bolo Santé. Bolo Santé. Un jeudi sur 2. À partir de 21h sur Gabon Première. Sur Gabon Première. Bolo Santé, votre magazine de santé, un jeudi sur 2 à 21h sur Gabon Première. Alors, on n'oublie pas, il faut toujours bien se brosser les dents après chaque repas. Après tous ces conseils de notre nutritionniste, nous arrivons à la rubrique Le geste qui sauve. Et la rubrique Le geste qui sauve, nos secouristes de la Croix-Rouge gabonaise nous montrent ce qu'il faut faire en cas d'étouffement. On regarde.
Bonjour, je me présente Mademoiselle Mendam Eban Merlia. Je suis formatrice en premier secours. Aujourd'hui, on va parler de l'étouffement. Nous avons l'étouffement total et l'étouffement partiel. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'étouffement total. C'est quoi l'étouffement total? C'est quand une personne a pris son repas et il a avalé de travers. Il ne peut plus respirer, tousser ou de continuer à manger. Alors, on va vous présenter les gestes à faire lorsqu'une personne s'étouffe. Sur une personne normale, on va faire 5 claques au dos en penchant notre victime. Si le corps étranger ne sort pas, on relève la personne, on fait 5 compressions abdominales. Ça, c'est pour une personne normale. Pour une femme enceinte ou une personne obèse, on penche toujours la victime et on va faire 5 claques au dos et par la suite, on va relever notre victime, on va faire 5 claques thoraciques. Chez le nourrisson, pour reconnaître que l'enfant s'étouffe, l'enfant va s'agiter et on va chercher à faire sortir le corps étranger chez l'enfant. On va attraper la tête par la nuque de notre enfant. On penche notre enfant. On va faire 5 compressions abdominales avec 2 doigts. Après les 5 compressions abdominales, on va retourner notre enfant pour faire 5 compressions thoraciques avec la paume de notre main. Si le corps étranger est sorti, on va mettre notre nourrisson en repos et l'orienter à l'hôpital. Sur ce, c'est ce que nous avons vu aujourd'hui. Merci. Et pour revenir sur les conséquences de la carie dentaire, nous allons parler de la sinusite cervico-faciale dans la rubrique L'urgentiste et c'est avec le docteur Raphaël Okwe. Bonjour à tous. Dans le cadre de l'émission qui est la nôtre aujourd'hui, à savoir la carie dentaire, et toujours dans l'optique de vulgariser la santé et les différentes pathologies qui nous amènent aux urgences, nous allons voir aujourd'hui une complication particulièrement grave et redoutée de la carie dentaire qui est la cellulite cervico-faciale. La cellulite cervico-faciale se définit comme étant une infection du tissu mou, donc des muscles et de la graisse du visage, qui est liée à une infection locale qui est très souvent d'origine odontogène. Pour faire simple, il s'agit d'une carie dentaire qui a été maltraitée, négligée, qui s'est surinfectée et par le biais de facteurs favorisants divers sur lesquels nous insisterons dans cette petite capsule, arrive à une infection grave d'une moitié ou de la totalité de la face des patients concernés. En termes d'épidémiologie, il s'agit donc d'une infection qui est relativement fréquente et qui peut toucher n'importe qui. Les diabétiques et surtout les sujets jeunes sans antécédents particuliers. Le seul point suffisant pour voir cette pathologie grave survenir est la négligence d'une carie dentaire et surtout, dans le facteur favorisant le plus important, la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens dans le contexte d'une carie dentaire. Les anti-inflammatoires sont des médicaments qui sont très efficaces pour lutter contre les caries dentaires. Mais ils posent un gros problème, ils empêchent la réaction immunitaire qui se développe au niveau de la carie infectée pour que les germes puissent être combattus. Et de ce fait, très souvent nous voyons des gens arriver avec des infections très graves du visage car les anti-inflammatoires qu'ils ont pris pour se soulager de la carie dentaire a fait flamber l'infection et maintenant ils se retrouvent avec des infections graves du visage et du pus qui leur sort de la bouche. Quelle est donc la clinique de la cellulite cervico-faciale? Il s'agit généralement de patients jeunes qui, du fait d'une carie dentaire qui s'est compliquée, ont pris des anti-inflammatoires pour se soulager. Ils n'ont pas pris d'antibiotiques dans le même temps et de ce fait, ils ont très rapidement un œdème, c'est-à-dire une augmentation du visage avec des signes inflammatoires qui sont généralement la rougeur, la chaleur, aussi la douleur et parfois dans les cas les plus graves du pus qui leur sort donc de la bouche. Ce sont des gens qui sont très gênés, qui ont ce qu'on appelle un trismus,
l'impossibilité d'ouvrir la bouche car la réaction inflammatoire et la collection de pus est telle que toute mécanique des mandibules se retrouve impossible. Que faire dans ce cas-là? La première chose, bien évidemment, est de se rendre au niveau d'une structure de santé, un hôpital, qui permettra de faire deux choses. D'abord d'un point de vue chirurgical, et ensuite d'un point de vue médicamenteux. La prise en charge des cellulites cervico-faciales repose essentiellement sur ces deux points. D'abord la chirurgie, où un chirurgien spécialiste en otorhinolaryngologie prendra au bloc de manière répétée le patient pour pouvoir évacuer le maximum de pus qui s'est constitué autour de la dent cariée. Ensuite, le traitement médicamenteux qui repose sur une antibiothérapie par voie intraveineuse très forte et durant une 8aine de jours. Ceci fait, il ne faut pas oublier évidemment la prise en charge spécifique de cette cellulite, à savoir confier secondairement le patient qui a été opéré, qui a été mis sous traitement, à un chirurgien dentiste pour procéder à l'ablation, donc au retrait de la dent cariée qui était à l'origine de toute la symptomatologie qui a été celle de ce patient. Il est important dans ce contexte de ne retenir qu'un grand message sur lequel je voulais insister lors de cette capsule. Les soins dentaires sont importants. Tout patient ou toute personne doit voir régulièrement son dentiste au minimum 2 fois par an pour justement éviter les complications des caries dentaires, mais surtout, en cas de douleur dentaire, ne pas prendre d'anti-inflammatoires sans prescription médicale. C'est le facteur favorisant qui est de loin le plus retrouvé et qui est de loin le plus grave et qui est à même de faire flamber une carie simplex en infection potentiellement grave qui peut dans certains cas, même s'ils sont heureusement très rares, arriver au décès du patient si la prise en charge n'a pas été suffisamment précoce. Voilà, c'est la fin de votre émission Mbolo Santé consacrée à la carie dentaire. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission.